Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je peux guérir votre fils, mais vous devez faire quelque chose pour moi, dit-elle. La millionnaire reste paralysée. Dans un penthouse somptueux, perché au sommet d'un gratte-ciel qui dominait Central Park, Madison Keller restait figée devant le petit fauteuil roulant qui semblait emprisonner son fils, Ethan. La lumière tamisée de la soirée caressait les murs ornés d'œuvres d'art modernes et les meubles en cuir italien. Mais rien ne pouvait dissiper la lourde atmosphère qui pesait sur la pièce. Ethan, 9 ans à peine, regardait fixement devant lui, ses jambes immobiles, comme gelées dans le temps. 8 mois s'étaient écoulés depuis que la maladie avait commencé son insidieuse progression, paralysant lentement ses membres inférieurs. Les médecins, des sommités internationales, avaient successivement examiné le garçon, exploré toutes les pistes possibles. Ils évoquaient des termes complexes, des maladies dégénératives rares, des dysfonctionnements immunitaires mystérieux. Des traitements expérimentaux avaient été tentés, mais au fond d'eux, dans les couloirs silencieux des hôpitaux, même les meilleurs avaient fini par baisser les bras, laissant Madison seule face à un avenir incertain. Madison, cependant, n'était pas une femme à renoncer. À 40 ans, elle portait le poids et la fierté de sa famille sur ses épaules. Depuis la mort de son père, elle dirigeait d'une main de fer Keller Héros, l'empire immobilier qu'il avait bâti à force de sueur et de sacrifices. Fille unique et héritière d'une fortune colossale, elle avait été propulsée à la tête d'un des groupes les plus puissants de la côte dès l'âge de 26 ans. Sous son impulsion, la société s'était diversifiée et imposée comme un acteur incontournable du marché. Mais derrière cette façade de succès et de contrôle absolu, Madison cachait une douleur intime et profonde. Son agenda, rempli de rendez-vous avec des banquiers, des politiciens, des philanthropes, semblait soudain dérisoire face à l'immobilité de son fils. Malgré son immense richesse, elle ne pouvait acheter ce qu'elle désirait le plus, la santé et la joie de cet enfant qu'elle avait porté 9 mois durant. Dans les soirées mondaines, lors des galas caritatifs qu'elle présidait avec grâce et prestance, son sourire était un masque soigneusement façonné. Mais dès que les lumières s'éteignaient, quand elle refermait la porte de son penthouse, le masque tombait. Elle s'asseyait dans le grand fauteuil en velours de son bureau, entourée de livres rares et de photos de famille, et le silence pesant l'enveloppait. Ce silence, elle le trouvait encore plus cruel que les mots d'un médecin. Elle regardait les petites jambes d'Ethan, immobiles et fragiles, comme des branches brisées d'un arbre qu'on avait laissé au gel. Le rire qu'elle avait tant aimé, ce son clair et cristallin qui emplissait autrefois la maison, s'était évanoui, emporté par la maladie. Et chaque nuit, dans cette solitude dorée, Madison versait des larmes qu'elle croyait secrètes, des larmes de rage, d'impuissance et d'amour absolu. Cette femme de pouvoir, cette héritière qui semblait tout contrôler, était réduite à l'état d'une mère désespérée. Une mère qui, malgré tous ses moyens, ne pouvait rien faire d'autre que veiller, espérer et pleurer. Un jeudi de janvier, le vent mordait les joues et la neige tombait à gros flocons sur Brooklyn comme un linceul silencieux. Les passants se hâtaient, les épaules courbées, pressés de fuir le froid glacial. Mais une silhouette seule, droite et résolue, fendait la rue déserte. Madison Keller. Ses bottes de cuir noir claquaient sur le trottoir gelé, contrastant avec sa longue cape en cachemire immaculée, déjà maculée de flocons. Elle n'aurait su dire pourquoi ses pas l'avaient conduite là. L'église Saint-Joseph. Un vieux bâtiment de pierre noircie, à demi effondré dans l'ombre des immeubles modernes. Elle était passée devant 100 fois sans même y jeter un regard. Ce jour-là, pourtant, elle en poussa la lourde porte de bois, grinçante et fendue. L'intérieur était glacé, silencieux, presque abandonné. Quelques bougies vacillaient devant une statue ébréchée de la Vierge, et l'odeur de cire mêlée à celle du vieux bois donnait à l'air une lourdeur étrange. Des bancs poussiéreux s'étiraient jusqu'à l'autel. Madison s'y installa lentement, les mains jointes sans conviction, les yeux fermés. Elle n'était pas croyante. Elle ne priait jamais. Son monde reposait sur le contrôle, la stratégie, la force de caractère. Et pourtant, ce jour-là, dans cette église oubliée de tous, quelque chose en elle céda. Elle baissa la tête, son souffle se bloquant dans sa gorge. Ses doigts tremblaient. Elle murmura dans le silence. « Je ferai n'importe quoi pour qu'il soit guéri. »
N'importe quoi. À peine ces mots prononcés, une voix douce mais ferme, presque étrangère au monde moderne, résonna derrière elle. Même perdre ce que vous avez de plus précieux? Madison sursauta violemment. Son cœur battait à tout rompre. Elle se retourna. Une femme se tenait là, sortie de nulle part. Aucune porte n'avait claqué. Aucun pas n'avait résonné. Et pourtant, elle était là. Elle semblait avoir entre 40 et 50 ans, mais son visage portait une sagesse bien plus ancienne. Sa peau était sombre, tannée par les vents, et ses yeux, oh, ses yeux. Ils étaient d'un brun profond, presque noir, mais illuminés de quelque chose d'indescriptible, une douleur ancienne, mêlée d'une paix dérangeante. Elle portait un vieux manteau en laine râpée, des bottes trouées, et une écharpe grise nouée maladroitement autour du cou. Rien dans son apparence n'attirait l'attention. Et pourtant, Madison ne pouvait détourner les yeux. « Qui êtes-vous » souffla-t-elle. « Je m'appelle Eliana Brox. »« Mais vous pouvez m'appeler Ellie. » Elle s'approcha, sans bruit. « Et je suis ici parce que votre fils peut être guéri. » Le monde sembla s'arrêter. Les mots restèrent suspendus dans l'air gelé. Madison recula d'un demi-pas. Son esprit rationnel s'agitait. Une illuminée? Une manipulatrice? Une de ces femmes étranges qui profitent de la détresse d'autrui? Vous êtes médecin. Ellie secoua lentement la tête. Puis elle sortit de sa poche un petit flacon de verre contenant un liquide doré qui scintillait doucement à la lumière des bougies. Elle le posa avec délicatesse sur le banc, à côté de Madison. Puis une chaîne, au bout de laquelle pendait une pierre bleue irrégulière, comme taillée à la main. Non. Je n'ai pas étudié dans les universités que vous fréquentez. J'ai appris dans les foyers des guérisseuses. De femmes qu'on ne regarde pas, mais qui voient tout. Des femmes qui parlent aux choses que la science ne comprend pas. Madison la fixait, déstabilisée. Une partie d'elle voulait fuir. L'autre, voulait croire. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Un don à votre centre, demanda-t-elle, méfiante. Mais Ellie resta immobile, impassible. Puis elle dit, très calmement. Je veux que vous abandonniez ce que vous croyez être. Votre nom. Votre fortune. Votre pouvoir. Vos privilèges. Elle marqua une pause. Je veux que vous alliez vivre parmi ceux que vous ignorez. Les sans-abri. Les invisibles. Les oubliés. Pendant 30 jours. Sans votre téléphone. Sans chauffeur. Sans sécurité. Sans carte bancaire. Sans votre nom. Et sans révéler à personne qui vous êtes. Madison écarquilla les yeux, stupéfaite. Elle pensa à son emploi du temps, à ses responsabilités, à ses actionnaires. C'était insensé. C'est absurde. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Ellie ne broncha pas. Oui. Et c'est justement parce que c'est absurde pour vous, que c'est nécessaire. Pourquoi? Pourquoi cela guérirait mon fils? Parce que vous êtes puissante, Madison. Mais vide. Votre cœur bat pour lui, mais il est fermé au reste du monde. Vous ne pouvez pas sauver ce que vous aimez sans d'abord comprendre ce que vous méprisez. La guérison de votre fils ne viendra pas d'un médicament. Elle viendra de vous. Si vous acceptez de renaître. Elle recula lentement, jusqu'à l'ombre du porche, prête à disparaître. Vous avez 3 jours pour décider. Après, je ne reviendrai plus. Et sans un bruit, elle s'éloigna. Madison resta seule, tremblante, dans la nef glacée. Le flacon brillait encore faiblement sur le banc, comme un rappel que rien, désormais, ne serait plus comme avant. Les 3 jours qui suivirent sa rencontre avec Ellie furent les plus longs de la vie de Madison Keller. Dans son immense appartement, elle errait comme une étrangère parmi ses propres meubles. Les murs dorés, les baies vitrées surplombant la ville, les rideaux de soie beige, tout lui paraissait soudainement artificiel, étouffant. Chaque pièce murmurait la même chose, tu as tout, sauf ce qui compte. Elle convoqua ses avocats, ses gestionnaires de fortune, ses médecins personnels. Tous, sans exception, la dissuadèrent. Madison, c'est une manipulation. Cette femme joue sur votre détresse.
Vous avez une entreprise à diriger. Des obligations. Une image à préserver. Imaginez si les médias apprennent que vous vivez dans la rue. Mais leur voix semblait lointaine, étouffée comme sous l'eau. Elle leur répondait par des silences de plus en plus lourds, jusqu'à les congédier un à un. Les nuits, elle dormait mal. Ou plutôt, elle rêvait trop. Chaque fois, le même songe la hantait. Ethan, courant librement dans un champ d'herbe haute, riant sous un soleil éclatant. Puis, soudain, il trébuchait. Il tombait. Et tout devenait noir. Du fond de cette obscurité, une voix douce murmurait. Il ne marchera que lorsque tu comprendras ce qu'est la marche. Au 3e matin, elle se leva tôt. Le ciel était gris. Un calme étrange habitait son corps, comme si elle avait cessé de résister. Sans un mot, elle descendit au sous-sol de son immeuble et fouilla dans de vieilles valises poussiéreuses. Elle y trouva un manteau de laine élimé appartenant à sa mère défunte, des bottes usées qu'elle n'avait pas portées depuis l'université, un bonnet tricoté. Elle s'habilla comme quelqu'un d'anonyme. Elle écrivit une lettre à sa gouvernante, une autre à son frère Dean, lui confiant Ethan pour une durée indéterminée. Puis elle prit une grande respiration, éteignit son téléphone, coupa ses cartes bancaires, glissa la chaîne à la pierre bleue dans sa poche intérieure, et partit. Sans voiture. Sans plan. Sans destination. Le choc fut brutal. La première nuit, elle la passa recroquevillée derrière une bouche de métro à Flatbush, sur un morceau de carton détrempé. Ses doigts gelaient malgré ses gants. Elle tremblait. Chaque bruit la faisait sursauter, une sirène, une voix ivre, le hurlement d'un chien. Elle s'endormit par à-coups, le ventre vide, la nuque douloureuse, les nerfs à vif. La deuxième nuit, un homme la réveilla en lui tirant son sac plastique. Elle hurla, se débattit, le repoussa. Il s'enfuit. Mais son cœur battait si fort qu'elle crut mourir sur place. La troisième nuit, un groupe de jeunes la menaça. Elle se réfugia dans une laverie ouverte 24 heures, où elle resta assise jusqu'à l'aube, feignant de lire une vieille revue abandonnée. Et puis, peu à peu, un autre monde s'ouvrit. Lentement, douloureusement, mais profondément. Elle rencontra Marjorie, une femme de 60 ans au rire rauque, qui lui apprit comment se positionner pour dormir sans attirer l'attention, comment nouer les sacs plastiques autour des chaussures pour éviter l'humidité, et comment faire semblant de prier quand la police passait. Ce monde, ma fille, ne pardonne ni la faiblesse, ni la richesse déguisée. Alors regarde autour de toi, pas au-dessus. Il y eut aussi Carlos, un ancien marine au regard vide. Il ne parlait presque jamais. Mais chaque matin, il posait un demi-sandwich sur le muret près de Madison. Sans mots. Sans regard. Simplement un geste. Et puis Jadon, un adolescent noir de 17 ans, rejeté par ses parents après avoir fait son coming out. Il jouait du violon devant une supérette, pour quelques pièces. Son archet tremblait parfois, mais sa musique avait quelque chose de miraculeux, elle faisait pleurer les passants sans qu'ils sachent pourquoi. « Tu sais jouer ?» lui demanda-t-il un jour. Madison secoua la tête. « Alors écoute. T'as pas besoin d'argent pour comprendre la douleur. T'as juste besoin de rester là. Et de pas détourner les yeux. » Madison apprit à faire la queue pour un bol de soupe, à sourire pour éviter les ennuis, à lire les gestes des autres comme des langages secrets. Elle lava les vitres d'une laverie pour quelques pièces. Ramassa des bouteilles pour gagner 50 centimes. Elle passa des heures à écouter les histoires de ceux qu'elle n'avait jamais vus. Un père qui avait perdu sa fille dans un incendie. Une ancienne institutrice qui dormait dans une voiture. Un migrant mexicain qui écrivait des poèmes dans un carnet rongé par l'humidité. Et elle, Madison Keller, autrefois reine des gratte-ciels, passait ses nuits à genoux, à ramasser les miettes du monde qu'elle avait contribué à oublier. Chaque soir, quand elle trouvait un coin pour s'allonger, elle sortait un morceau de carton usé de la poche de son manteau et écrivait, avec un vieux stylo à moitié vidé. Aujourd'hui, j'ai senti la douleur d'un autre. Aujourd'hui, j'ai cessé d'être aveugle. Aujourd'hui, j'ai partagé une couverture. Aujourd'hui, j'ai entendu un homme pleurer dans le silence. Aujourd'hui, j'ai existé autrement. Et c'était vrai. Elle pleurait encore, oui. Mais plus comme une femme brisée.
plutôt comme une femme qui, pour la première fois, se souvenait de ce que c'était que sentir. Le 30e matin, après un mois passé à vivre dans les rues, Madison Hartwell se tint devant l'imposante grille en fer forgé de son manoir new-yorkais. Ses cheveux étaient emmêlés, ses mains calleuses, ses ongles noircis. Elle portait encore ce même manteau râpé, trop grand, taché de poussière et d'espoir. Les gardiens de la propriété, surpris par cette silhouette inconnue, hésitèrent à la laisser entrer. Ce ne fut que lorsqu'elle prononça doucement. « Je suis Madison. » Que l'un d'eux, les yeux écarquillés, réalisa. Il ouvrit sans un mot. Elle traversa le hall de marbre, à peine regardée par les domestiques qui ne la reconnurent pas. Elle gravit l'escalier, lentement, comme on gravit une montagne de souvenirs. La porte de la chambre d'Ethan était entr'ouverte. À l'intérieur, la lumière douce d'une veilleuse baignait les murs aux couleurs pastel. Et là, assise à son chevet, comme un ange oublié du monde. Ellie. Elle leva les yeux. Dans l'ombre, son visage semblait rayonner d'une paix ancienne. « Tu as changé, Madison, » dit-elle d'une voix douce. « Maintenant, ton cœur peut recevoir la lumière. » Madison resta immobile. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait. Elle sentait cette vérité brûlante en elle, elle n'était plus la même. L'arrogance s'était effacée. Elle avait connu la peur. Le vide. L'humilité. Et enfin, l'écoute. Ellie tendit la main. Elle la posa sur le front de l'enfant. Elle ferma les yeux. Murmura quelques mots que Madison ne comprit pas. Puis elle dit simplement. « Demain matin, il se lèvera. Ne me cherche pas. Mon rôle est terminé. » Elle se leva, marcha vers la porte. Avant de franchir le seuil, elle se retourna, sortit de sa poche le petit flacon d'huile et la pierre bleue. « Garde-les. Ce ne sont pas des artefacts magiques. Mais des rappels. De ce que tu es devenu. » Puis elle disparut dans le silence. Le matin suivant, alors que le soleil perçait timidement à travers les rideaux, Madison fut réveillée par un bruit, inhabituel. Des pas. De petits pas. Elle se redressa d'un bond. Et là, dans la lumière dorée, Ethan. Debout. Les bras tendus vers la fenêtre. Un sourire timide aux lèvres. « Maman, je me suis levée. » Elle cria. Elle tomba à genoux, le cœur battant à rompre. Les infirmiers accoururent, incrédules. Les médecins firent venir une équipe d'urgence. Ils passèrent des scanners, vérifièrent les images, mais tout semblait parfaitement normal. La paralysie n'avait laissé aucune trace. Aucun signe. Comme si elle n'avait jamais existé. Madison voulut remercier Ellie. Elle fit venir la police, vérifia toutes les vidéos de sécurité. Rien. Elle contacta tous les hôpitaux, tous les centres sociaux de la ville. Pas de traces. Pas de dossier. Même son prénom semblait flotter hors du temps. Un médecin déclara. Parfois, le cœur comprend ce que la science ne peut expliquer. Mais Madison savait. Elle savait qu'Ellie n'était pas simplement une inconnue. C'était une messagère. Une épreuve. Un guide. Un miracle incarné. Un an jour pour jour après le miracle, Madison prit une décision irrévocable, elle vendit la moitié de sa fortune. Entre jet privé, hôtel de luxe et investissement dans le numérique, elle choisit une nouvelle voie. Elle acheta un ancien bâtiment en briques rouges, dans un quartier oublié de la ville. Elle y fonda la maison Iliana, un centre d'accueil pour femmes et enfants sans abri. Là, on servait 3 repas chauds par jour. On distribuait des vêtements propres. Des chambres calmes pour dormir. Des livres. Des ateliers de musique, de poésie, d'art. Et surtout, de l'écoute. Chaque femme qui entrait dans ce lieu entendait ces mots. Vous êtes humaine. Et cela suffit. Dans le bureau de Madison, au mur, trône un cadre doré. À l'intérieur, un morceau de carton jauni, gribouillé à la main. Aujourd'hui, j'ai connu la faim, le froid, le silence, la peur. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon âme. Et c'est là que le miracle a commencé. Et au pied de ce cadre, posé comme une offrande, la pierre bleue.